Bien, on va reprendre nos travaux pour cet après-midi avec nos trois dernières sessions interactives de la journée et de cette édition de la troisième université de l'autoconsommation photovoltaïque. Donc ce matin, on a pu travailler et interroger, vous avez pu interroger les experts autour de sessions interactives sur l'autoconsommation individuelle avec tiers investisseurs, l'autoconsommation collective, à la fois les retours d'expérience et ce qui se profile dans le futur. Et on a entamé le sujet éminemment d'avenir, mais aussi actuel du PV complémentaire de l'électromobilité, qu'on va continuer à approfondir lors de cette première session de l'après-midi, avec un sujet important qui est comment améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires en développant l'électromobilité. On se retrouve face à des injonctions, notamment pour les propriétaires de bâtiments tertiaires qui doivent faire des économies d'énergie, ils sont obligés, et en parallèle doivent développer leur flotte de véhicules électriques et permettre aussi l'électrification et le raccordement des flottes éventuelles de leurs salariés. Et donc, c'est une question qui se pose de plus en plus pour le monde du tertiaire. Et donc, nous allons aborder cet après-midi, en trois quarts d'heure, rapidement, ce sujet avec Clément Brossard de System of Grid, que vous avez normalement à votre écran et dont vous voyez la présentation qu'il va entamer dans quelques instants, et Quentin Lay de Hilton. Je rappelle pour ceux qui nous ont suivis, et je dis à ceux qui n'ont pas pu nous suivre ce matin, que vous avez la possibilité évidemment de poser des questions à nos experts, d'échanger avec eux. Et ça se passe dans le petit module de questions que vous avez sur votre écran. Et donc, nous recevons ici à Paris les questions par écrit et on les retransmet à l'oral à nos deux experts que vous voyez sous vos yeux, Quentin et Clément, que je remercie d'être avec nous. Et je laisse la parole à Clément tout de suite pour entamer ce sujet de l'amélioration des performances des bâtiments tertiaires. Merci du coup David, j'ai juste, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai perdu mon… Vous voyez ma présentation ou pas? Nous, on la voit. On voit la première page de la présentation, effectivement. Ok, moi je la vois plus du coup. Alors comment je… Alors pour rassurer tout le monde, on a fait des tests il y a une petite demi-heure, ça marchait très bien. Ouais, non. J'hésite à fermer. Si je ferme la fenêtre. Alors la webcam est revenue, on a toujours la présentation. En revanche, je ne sais pas si vous pouvez faire défiler ou pas les slides. Non, le problème c'est que je ne vois plus ma présentation. Ah, allez, ok, c'est bon. Elle était cachée, vous l'avez retrouvée. C'est bon, ok, désolé. Donc, merci effectivement de me donner cette parole donc, pour parler de l'électromobilité et du lien effectivement avec le solaire, la performance énergétique, notamment effectivement dans le cadre des bâtiments tertiaires. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été dites effectivement entre hier et ce matin sur le sujet. Donc, il y aura peut-être de la redite ou j'espère apporter en tout cas des compléments aux réflexions. Donc, rapidement pour se présenter, donc System of Grid, donc nous on est cabinet d'ingénierie et de conseil en énergie solaire, donc on est complètement indépendant, on est basé en Vendée, on travaille sur toute la France et en fait on a deux grands métiers. Le premier c'est l'accompagnement à la solarisation de patrimoine, donc on accompagne en fait les entreprises et les collectivités de la planification jusqu'à la maîtrise d'œuvre et au suivi d'exploitation dans leurs projets solaires, hein, qu'ils soient autoconso, vente, ombrière, etc. Enfin, on a vraiment une vision assez universelle de l'énergie solaire. Et le deuxième grand métier qu'on a, c'est le support technique aux producteurs. Donc là, on va retrouver plutôt des gens du métier, donc des développeurs, des investisseurs, exploitants, et avec effectivement des prestations, que ce soit en phase études, maîtrise d'œuvre, et aussi sur des audits de l'expertise, etc. Donc voilà, je vais rapidement du coup vous présenter juste deux références effectivement qui sont en lien avec le sujet d'aujourd'hui.
Donc, des exemples effectivement de bonnes combinaisons entre le solaire et l'électromobilité. Donc, l'Intermarché d'Amou, effectivement, dans le cadre d'un projet d'installation d'ombrières et en toiture, hein, donc il y avait 134 kW crête au total. Il y a eu une borne d'installer. Et du coup, une deuxième référence assez parlante et sur laquelle je reviendrai par la suite, parce qu'on a pu avoir en fait le retour d'expérience et les chiffres, notamment sur l'année 2019 complète, puisque aujourd'hui c'est le projet donc, de la communauté d'agglomération de Châtellerault, qui avait eu l'initiative en fait en 2018, effectivement, de combiner, qui avait en même temps un projet de véhicules électriques pour sa flotte de véhicules, donc notamment liés aux services techniques, donc que vous voyez effectivement ici en image, et effectivement de combiner ça avec un projet solaire photovoltaïque. Alors, le projet photovoltaïque associé aux bornes, il est là sur l'ombrière parce que ce qui est en toiture avait déjà été installé. Donc, on est sur une communauté d'agglomération qui a effectivement pas mal d'ambition autour du solaire. Donc, je vais y revenir effectivement plus tard en détail. Juste pour illustrer, avec un chiffre qui parle de lui-même, en fait. Je ne sais pas s'il a été, il me semble pas l'avoir entendu effectivement il y a eu des questions en ce sens-là sur les 2 derniers jours. Aujourd'hui, le calcul qu'on fait, alors c'est une moyenne sur l'ensoleillement français, c'est que 1 mètre carré de solaire photovoltaïque, donc ce qui représente à peu près la surface ici, hein, donc un panneau, et ça fait à peu près 1,7 mètre carré hein, sur ce type de panneau-là. Donc j'ai essayé de coller à peu près à 1 mètre carré. Ça représente 1500 km par an en équivalent de volume d'énergie. Donc aujourd'hui, c'est un ratio effectivement qui va avoir tendance à augmenter parce que ça, on est sur un ensoleillement effectivement moyen. Hein, donc j'ai pris un ratio de 1100 kWh par kilowatt crête. Avec les rendements actuels du photovoltaïque, donc là on est sur du 200 watts par mètre carré, on peut facilement imaginer que les choix qui sont faits aujourd'hui de projets seront installés d'ici, allez, un an et demi, et d'ici là, ce ratio-là, en fait, il va augmenter. Alors, j'ai essayé de calculer un petit peu, d'anticiper. On va aller frotter les 1800 très rapidement, effectivement. Donc, 1800, entre 1500 et 1800 kilomètres par an associés à 1 mètre carré de solaire PV. Donc, ça, c'est un peu le grand chiffre qui illustre effectivement la bonne combinaison entre le solaire et le photovoltaïque. Alors, du coup, de contexte, notamment pour le tertiaire, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le véhicule électrique, tout simplement, va transférer une partie de la consommation qui est mobilité dans le périmètre de la consommation du bâtiment. Hein. C'est simple, on raccorde sa borne sur le réseau électrique interne au bâtiment, et si on ne fait pas de sous-comptage, bah, tout simplement, on va venir augmenter la consommation globale du bâtiment. Et donc, cette surconsommation, en tout cas cette augmentation, elle est de l'ordre de 15 kWh pour 100 km. Alors après, peu importe le nombre de bornes que vous avez, le nombre de voitures, etc. En tout cas, c'est un ratio qu'on peut retenir aussi, qui m'a servi effectivement à calculer le ratio d'avant. Du coup, le contexte réglementaire, c'est qu'on a la loi orientation mobilité qui incite effectivement au déploiement des bornes. Alors, certains d'entre vous la connaissent déjà très bien. Donc, 20% des places à prééquiper et en fonction du nombre de places, si on a 10 places, il faut au moins une place vraiment équipée avec une borne opérationnelle et deux si on dépasse 200. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie incitation effectivement au déploiement des bornes dans le tertiaire. Et puis par ailleurs, en parallèle, on a une incitation à la performance énergétique des bâtiments tertiaires avec le décret tertiaire, alors qui lui est valable pour les bâtiments supérieurs à 1000 m² et qui vise moins 40%, en tout cas sur une première étape, de consommation d'ici 2030. Alors, pour être tout à fait transparent, le décret tertiaire, il exclut dans la balance du calcul les véhicules électriques, c'est-à-dire que si vous avez une année de référence où vous n'aviez pas de véhicule électrique et que d'ici 2030, vous refaites le calcul, sous réserve de faire du sous-comptage, donc ça, effectivement, c'est un conseil de bien isoler sur le comptage et de pouvoir le démontrer, on va exclure effectivement les bornes de recharge. Et au même titre que d'ailleurs, dans le décret tertiaire est exclu le solaire photovoltaïque en autoconsommation.
Donc, quelque part, le décret tertiaire, il est assez neutre d'un point de vue photovoltaïque et d'un point de vue véhicule électrique. Donc, ce n'est pas forcément pour ça qu'il faut le faire. Par contre, effectivement, aujourd'hui, si on transfère de la consommation mobilité dans le périmètre du bâtiment, eh bien, il n'y a pas de raison qu'effectivement, on n'aille pas aussi chercher à transférer la ressource d'énergie qui va servir à faire rouler ces véhicules-là. Et donc, dans ce cadre-là, le solaire photovoltaïque, notamment en autoconsommation, on va y revenir, c'est un moyen excellent de compensation, puisqu'en fait, on a des volumes d'énergie qui sont vraiment du même ordre de grandeur. Hein. Donc, je le citais tout à l'heure, et là, je redonne un exemple, 100 mètres carrés de solaire, qui correspond à voilà, quelque chose d'assez cohérent pour du petit tertiaire même. Ça équivaut à 150 000 km. Alors, on peut tout imaginer, mais une flotte de 10 véhicules, etc. C'est-à-dire qu'on a une très grande cohérence, en fait, sur les volumes traités entre le solaire et la mobilité. Alors, Clément, juste pour préciser ces chiffres et répondre à une des questions qui est posée, on parle bien effectivement de 1500 km d'électricité dans un véhicule électrique parcouru grâce à 1 mètre carré de solaire. On ne parle pas du tout des véhicules thermiques. Hein. C'est vraiment l'apport solaire permet de faire 1500 km avec un mètre carré de solaire en véhicule électrique. Exactement. C'est exactement le calcul qui a été fait. Donc voilà. Et donc, effectivement, ce ratio-là, effectivement, montre la bonne combinaison, en tout cas d'un point de vue volume traité. On a l'utilisation de surfaces déjà artificialisées. Alors, je ne vais pas faire tous les avantages du photovoltaïque ici, il y en a énormément, mais en tout cas, dans le cadre du bâtiment, on est sur cet atout-là majeur. Alors, les parkings, bien sûr, avec les ombrières de parking il y a déjà énormément de références sur ce sujet-là, parce qu'on a une vraie combinaison visuelle en plus entre l'ombrière et le véhicule. Alors, on va voir que d'un point de vue énergétique, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais en tout cas, d'un point de vue visuel et appétence pour le sujet, il y a un vrai lien. Et puis, il y a une notion d'équilibre économique aussi, parce que effectivement, le solaire, c'est un de ses grands atouts aussi. À long terme, il est compétitif. Alors, bien sûr, par rapport au fuel et aux énergies fossiles, etc. Mais là, on ne va pas revenir aussi sur le débat véhicule électrique, véhicule thermique. En tout cas, le kilowattheure solaire, notamment par rapport dans son évolution, qui est totalement neutre par rapport à celle du réseau où effectivement il y a des augmentations. Alors là, il y a différents scénarios de plus 3% par an, etc., qui sont provisionnés. Pour illustrer ça très rapidement, du coup, je vous montre les chiffres de Châtellerault et je remercie Monsieur Antini avec qui j'ai échangé là pour préparer ce petit webinar. Du coup, vous voyez, c'était une vraie volonté de leur part. À l'époque du dimensionnement, ils avaient déjà cette volonté de compenser. Et là, notamment, on a surcompensé puisque vous avez, on a une ombrière donc photovoltaïque donc de un peu plus de 22 kW crête qui a produit un petit peu plus de 22 000 kWh. Et la consommation électrique des véhicules, elle est un peu plus de 13 000 kWh. Donc, je vous ai mis le résumé, on avait 12 véhicules électriques. Et donc, il m'a effectivement confirmé qu'il est à peu près à 7 000 km en moyenne par an sur ces véhicules-là. Alors, ce qui est peu, mais bon, c'est aussi à l'image de l'usage de la flotte qui est locale. Et donc, si on regarde un petit peu quelques chiffres, hors véhicule électrique, on est à 259 MWh de consommation du site. Et si on rajoute le véhicule électrique, on a augmenté cette consommation de plus 5%. Donc, vous voyez, ça illustre un petit peu l'ordre de grandeur, en tout cas, d'augmentation en énergie, la consommation. Et donc, le solaire photovoltaïque, lui, il est venu couvrir effectivement un peu plus de 8% de cette consommation globale et il est 100% autoconsommé. Alors, il foisonne entre la charge des véhicules électriques. Là, je vous ai mis, c'est toujours sympa d'avoir des courbes journalières. Alors ça doit être il y a quelques jours en septembre. Vous voyez, la journée, on est là. Et effectivement, le solaire vient couvrir tout ça. Et là-dedans, il y a la charge des véhicules. Ça veut dire qu'on foisonne. On ne peut pas aujourd'hui assigner purement l'énergie photovoltaïque directement à la charge. On va effectivement le foisonner avec l'ensemble de la consommation du site, même s'il y a des solutions de régulation qui peuvent exister.
Et donc, vous voyez la balance, la fameuse balance véhicule électrique solaire, au final, elle est positive. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont engendré finalement une baisse de la demande au réseau. Je ne vais pas dire baisse de la consommation parce que ça serait pas exact, mais de 8,7 MWh. Donc voilà une illustration parfaite un petit peu de la bonne combinaison des deux. Là, vous avez les effets mensuels, hein, production ici, consommation ici, véhicule électrique. Et puis après, effectivement, il me l'a précisé aussi, la charge a quand même lieu en partie la nuit aussi par rapport à l'usage des véhicules. Et donc, il faut aussi être transparent. On a une compensation qui n'est pas forcément 100% directe. On a une compensation qui est largement faite en termes de mégawattheures produits consommés. En revanche, on n'a pas forcément une adéquation parfaite entre production et consommation des véhicules électriques. Exactement, et c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on va plutôt dire qu'il y a une forte corrélation dans les volumes annuels. Et après, effectivement, c'est les challenges de l'avenir, et c'est ce que j'allais effectivement dérouler. Ça va être comment on vient renforcer effectivement l'adéquation directe, c'est-à-dire à un instant T. Et là, du coup, effectivement, on le voit, hein, ici, il faut imaginer qu'il y a des charges la nuit, ici, vous voyez, hein, après 19 h, etc. Alors que le solaire, bah, effectivement, il est plus là. Donc, voilà. Très rapidement sur les autres synergies, effectivement, en instantané, vous pouvez être limité par une puissance de soutirage qui est liée à votre raccordement soutirage au réseau. Aujourd'hui, en autoconsommation, vous allez pouvoir augmenter, en tout cas, cette puissance-là. Mais attention, parce que du coup, on va être lié à la puissance instantanée et du coup, on va avoir une intermittence et on ne peut pas compter effectivement sur ce levier-là à 100%. Donc, prudence aussi sur ce sujet-là, effectivement. Mutualisation des travaux de raccordement, ça c'est assez important, notamment dans le cas des ombrières. Aujourd'hui, les VRD, c'est des travaux qui sont assez importants dans le raccordement et l'installation des bornes. Hein, faire des tranchées sur un parking bitume, tirer des fourreaux, etc. C'est pas anodin. Et aujourd'hui, quand vous faites des ombrières, c'est clair qu'il faut absolument, de toute façon, dans le cadre de la loi, comme vous êtes en rénovation de parking, vous serez obligé de mettre des fourreaux. Donc là, ici, cette mutualisation, elle est vraiment importante. Après, quelques sujets qui n'est pas forcément notre spécialité, mais le fait d'avoir des services et des leviers commerciaux autour de la recharge de véhicules électriques, hein, donc que ce soit auprès des collaborateurs, des usagers ou dans le cadre des commerces. Et puis après, effectivement, on va dire la notion de rentabilité. Alors, beaucoup de charges sont gratuites aujourd'hui. Je ne pense pas qu'à l'avenir, tout va rester gratuit, notamment si ça se massifie. Et du coup, il va y avoir un vrai enjeu en fait de rentabilité autour de la vente de charges. Hein, et du coup, effectivement, une fois de plus, le kilowattheure solaire, il est compétitif et il peut améliorer la rentabilité effectivement de ces modèles-là. Et puis pour terminer, et puis pour passer la parole effectivement à mon confrère après Quentin, du coup, sur les challenges à venir, effectivement, l'industrialisation, la standardisation des solutions. Donc, on a encore beaucoup de tests, de démonstrateurs à faire, notamment pour, je le disais tout à l'heure, l'intelligence et avoir des régulations qui permettent de couvrir en même temps l'installation photovoltaïque et l'installation de bornes. Aujourd'hui, le risque, c'est d'avoir des systèmes qui sont isolés et qui fonctionnent pas forcément en adéquation. Donc, vraiment, il y a un enjeu sur ce sujet intelligence, régulation, donc EMS. On a des fabricants qui sont allés plus loin en proposant carrément effectivement des onduleurs photovoltaïques qui mixent avec les chargeurs de véhicules électriques. Donc ça, c'est assez intéressant. Le stockage, la gestion de l'intermittence. Donc ça, effectivement, je pense que c'est un sujet qui va être abordé tout de suite après. Et bien sûr, l'harmonisation des normes. Et puis, aussi un petit peu de prospective. Il est souvent question effectivement d'adéquation entre la production et la consommation. Alors là, on a parlé de technique, mais il y a aussi des leviers et des incitations, notamment tarifaires. Aujourd'hui, on a les heures creuses sur le réseau. Est-ce que la réglementation le permettra? Aujourd'hui, je ne le sais pas. En tout cas, d'aller vers des signaux de prix qui permettent d'inciter à la charge plutôt sur ces heures-là, c'est un des leviers majeurs, effectivement, pour mettre en adéquation la production avec la consommation.
Et bien sûr, et ça c'est des sujets qui ont été abordés, le véhicule électrique comme un vecteur d'intégration des ENR, donc véhicule to grid. Bien sûr, donc le véhicule sert de stockage stationnaire pour une installation solaire, par exemple. Mais aussi, on peut penser au recyclage des batteries de véhicules électriques en batterie stationnaire pour de futurs projets photovoltaïques. Et là, en fait, on a un cercle vertueux qui se met en marche parce que plus on fait de solaire, plus on peut faire de véhicules électriques. Et plus on fait de véhicules électriques, plus on aura effectivement à terme des batteries recyclées disponibles pour les installations photovoltaïques. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Et du coup, je laisse la parole. Sauf s'il y a des questions, peut-être. Alors, on n'a pas de questions à ce stade de la présentation. Je pense qu'on a des participants qui sont attentifs et qui attendent le complément de Quentin qui arrive de suite, à qui je vais donner la main pour qu'il puisse partager sa présentation. Et on reviendra évidemment vers vous, Clément, avec les questions au fur et à mesure. Merci. Voilà, Quentin, vous avez la main, on voit vos slides. C'est parfait. Ok. Bonjour, donc je pense que c'est bon. Normalement, on voit les slides et on m'entend. Et on vous entend, Super. c'est tout bon. Très bien, merci. Du coup, effectivement, merci beaucoup de nous offrir la possibilité de nous exprimer sur ce sujet. Et merci à Monsieur Brossard pour la présentation. Effectivement, je suis ravi de voir que Eaton et System of Grid partagent la même philosophie sur le sujet de la performance énergétique des bâtiments et le rôle de l'électromobilité dans ce sujet. J'attends que les slides déroulent. Du coup, quelques mots sur moi-même et sur Eaton. Donc moi, je suis chef produit, distribution d'énergie, stockage d'énergie, borne de recharge pour véhicules électriques. Je m'occupe principalement du segment tertiaire. Et aujourd'hui, effectivement, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de vous apporter notre vision, de vous expliquer comment on travaille et les projets qu'on a déjà pu réaliser. Et si vous avez des questions, du coup, je serai ravi d'y répondre au fil de l'eau ou à la fin de la présentation, ou si vous avez des questions ultérieurement via LinkedIn ou directement par email. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Concernant la présentation d'aujourd'hui, moi je vais revenir très rapidement sur la partie réglementation, puisque je pense que ça a été déjà un petit peu abordé dans la présentation d'avant et également tout au long des sessions de ce matin, voire d'hier. Je vais donc plutôt m'intéresser aux enjeux et aux opportunités en fait concernant la performance énergétique des bâtiments et la convergence entre solaire, stockage et électromobilité. J'écrirai également une architecture système type et je vous présenterai du coup des cas d'application pour différents bâtiments tertiaires. Donc très rapidement, concernant les réglementations, et je ne m'attarderai pas dessus puisqu'on en a déjà parlé, effectivement, on retrouve donc deux lois, la loi énergie-climat et la loi d'orientation des mobilités, qui aujourd'hui vont venir complexifier la gestion des bâtiments en ajoutant de la complexité au flux d'énergie, puisque les propriétaires, les exploitants de bâtiments vont être incités à équiper des bornes et à installer des panneaux photovoltaïques. Et donc tout ça va venir ajouter des sources de production intermittentes et des nouvelles charges, les bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc c'est toute cette complexité qu'il va falloir pouvoir adresser via de nouveaux systèmes, de nouvelles technologies, et c'est ce qu'Eaton réalise sur ces projets. Donc effectivement, le nombre croissant de véhicules électriques aujourd'hui transforme le réseau et ça va continuer à s'accélérer. On estime qu'en 2040, la recharge des véhicules électriques pourrait représenter jusqu'à plusieurs dizaines de térawattheures dans un pays comme la France. Et donc pour un propriétaire ou un exploitant de sites tertiaires, l'installation de bornes de recharge ou d'infrastructures de recharge avec une installation plus complexe, ça représente aujourd'hui un coût d'investissement important. Ça nécessite la modification du réseau de distribution électrique, l'installation des bornes, des travaux d'infrastructure et également souvent la nécessité de changer d'abonnement
pour pouvoir absorber le besoin de puissance supplémentaire. Donc, et ce changement d'abonnement génère également un coût supplémentaire. Donc, on pense chez Eaton que les bâtiments tertiaires ont un rôle clé à jouer dans le déploiement du véhicule électrique, puisque aujourd'hui, seulement 60% des foyers en Europe ont accès à un parking privé, et que donc la disponibilité sur les sites tertiaires, que ce soit les bureaux, les supermarchés, les places de parking ou les aires d'autoroute, voire de covoiturage, est nécessaire pour accélérer l'adoption du véhicule électrique. Et pour cela, l'intégration des énergies renouvelables produites localement, couplée à du stockage stationnaire, permettra de réduire les coûts de modification du réseau, de conserver son abonnement et de réaliser de l'écrêtage lors des phases de charge, lors des pics de consommation, tout en maximisant l'autoconsommation et en s'assurant du coup d'une recharge complètement décarbonée. Sur ce sujet, comme vous l'avez peut-être vu en mai 2020 dans le rapport sur le pilotage de la demande d'électricité qui a été publié par le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère pointe l'importance des chargeurs intelligents pour intégrer donc les énergies renouvelables qui sont intermittentes, faire coïncider les périodes de pointe avec les périodes d'approvisionnement optimales. Également, la charge intelligente peut également réduire le coût du système lors de l'ajout de véhicules électriques. Par ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça permet d'éviter la nécessité de mettre à niveau son réseau local, d'augmenter de nouvelles capacités de production et de gérer du coup l'ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques. De plus, et donc c'est des choses qui aujourd'hui sont faisables, la recharge intelligente associée à des chargeurs pour véhicules électriques bidirectionnels et au stockage augmente encore la flexibilité du réseau. À savoir que la combinaison de ces technologies ouvre la possibilité pour les propriétaires de véhicules électriques et les propriétaires ou responsables de sites tertiaires de générer de nouveaux revenus en devenant fournisseurs d'énergie. Donc, pour un propriétaire de site tertiaire, par exemple, il peut aujourd'hui fournir de l'énergie à ses employés ou à ses clients, si on est dans le cadre d'une grande surface ou d'un supermarché. Et ici, sur ce slide, dans l'illustration sur la droite du slide, on voit comment la technologie de chargeur bidirectionnel, associée à une recharge intelligente, permet d'effectuer une charge du véhicule électrique plus importante en heure creuse en prévision d'une réinjection depuis le véhicule vers le bâtiment lors des heures de pointe, ce qui augmente tout au plus la performance énergétique du bâtiment en maximisant l'autoconsommation et en réduisant sa dépendance au réseau. Donc, pour rappeler les bénéfices principaux liés à la combinaison et à la synergie entre le photovoltaïque, le stockage et l'électromobilité, les principaux points sont donc tout d'abord une réduction du coût de la recharge, puisqu'on bénéficie au maximum d'une recharge en phase avec une production photovoltaïque qui est donc à bas coût. Également la réduction de l'empreinte carbone, puisque le coût du kilowattheure et la production de kilowattheure issue d'une production photovoltaïque est décarbonée. Et surtout, on va venir apporter des avantages complémentaires pour les propriétaires de bâtiments tertiaires, à savoir une intégration simplifiée dans les bâtiments, la génération de nouveaux revenus, voire même la génération de ventes additionnelles pour des marques ou des chaînes pour des marques pour lesquelles leur clientèle en fait accorde de l'importance à la transition énergétique, à l'image, à l'empreinte des produits qu'ils achètent. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui source de nouveaux revenus en attirant une nouvelle clientèle. Oui, et un petit complément là-dessus, et peut-être que vous me démentirez d'ailleurs, mais un petit complément là-dessus aussi, c'est nous, on avait eu des échos de notre côté sur notamment des supermarchés ou des bâtiments de vente où justement le fait que la recharge soit mise à disposition de manière gracieuse était aussi une manière pour leurs clients de rester plus longtemps à l'intérieur des bâtiments, le temps que leur véhicule était en charge. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé aussi de votre côté, au-delà de la question du revenu mais en tout cas sur le côté générer des ventes? Nous, ça nous avait été mis sous cet angle-là, ou proposé sous cet angle-là, en disant finalement, le temps de la recharge, le client flâne plus dans la galerie commerciale, dans le bâtiment, et donc ça génère effectivement de l'activité pour le bâtiment.
Alors effectivement, c'est une très bonne remarque. Nous, ça nous a pas été remonté, mais c'est vrai que ça fait du sens. Nous, ce qui nous est plus souvent remonté, en fait, c'est des propriétaires de bâtiments de grande surface qui souhaitent soit améliorer l'image de leur activité, parce qu'ils ont une activité qui peut être polluante dans le cas d'un industriel. Dans le cas de la grande distribution, c'est des gens qui peuvent vouloir aller chercher une clientèle un petit peu plus haut de gamme en passant sur des produits agriculture biologique, et du coup, ils souhaitent aligner leur stratégie commerciale sur leurs activités et sur leur consommation d'énergie locale. Donc c'est vrai que c'est vraiment une démarche qui aujourd'hui, pour les différents acteurs du milieu tertiaire, permet de combiner tous ces avantages qui aujourd'hui sont disponibles sur le marché pour attirer une nouvelle clientèle ou du moins rassurer une clientèle qui est de plus en plus sensible à ces enjeux. Et un dernier élément qui n'est pas négligeable, c'est qu'en fait, une fois que toutes ces technologies sont mises en place, donc le solaire et également le stockage, les propriétaires de bâtiments tertiaires bénéficient de fonctionnalités additionnelles, telles que par exemple la continuité de service, qui peut être très utile, soit des bâtiments de type bureau pour continuer à travailler lorsqu'il y a une panne du réseau, voire pour des grandes surfaces pour protéger des stocks fragiles et éviter par exemple que les frigos ne soient plus alimentés. Donc on retrouve via cet écosystème vraiment des avantages qui aujourd'hui sont disponibles et pour lesquels de plus en plus de propriétaires ou d'exploitants de bâtiments tertiaires décident de franchir le pas en s'équipant. Et alors, Alors, oui, petite question oui, sur bien cette sûr. notion de continuité de service qui est effectivement très intéressante. La continuité de service, elle est assurée de votre point de vue par l'apport solaire, par l'apport de stockage stationnaire, par l'apport de stockage mobile des véhicules qui communiqueraient avec le bâtiment, ou par les trois, ou aucun des trois. Aujourd'hui, c'est les trois ensemble, en fait. Nous, dans les systèmes qu'on implémente, en fait, le système de stockage vient piloter l'ensemble des charges et des sources de production. Et donc, s'il venait à y avoir un défaut du réseau en journée et que la production photovoltaïque soit supérieure à la consommation du bâtiment, en priorité, du coup, donc, ce serait l'énergie photovoltaïque qui serait utilisée pour alimenter le bâtiment. Si c'était un événement qui se produisait la nuit, on aurait donc recours aux batteries. Et puis après, une fois que les batteries sont déchargées, on a recours au réseau. Et dans ce cas-là, si effectivement on avait des véhicules bidirectionnels et des prises bidirectionnelles, on pourrait faire appel à l'énergie qui est stockée dans les véhicules. Donc en fait, c'est l'un des points qui a été mentionné par Clément un peu plus tôt. C'est l'EMS, la partie gestion, qui vient aujourd'hui pouvoir interfacer toutes ces sources de production pour piloter et apporter de l'intelligence dans leur utilisation et dans la priorisation en fait de ces différents éléments pour assurer les fonctionnalités critiques et assurer les performances énergétiques que l'on recherche, à savoir la réduction du coût, la réduction de l'empreinte carbone, tout en maximisant en fait la continuité de service. Ok. Donc concernant l'architecture système, du coup, on l'a rapidement évoqué et c'est vrai qu'on retombe sur quelque chose qui aujourd'hui est connu, à savoir du coup la base, c'est la production d'énergie renouvelable qui est aujourd'hui nécessaire donc pour alimenter les bâtiments et qui est donc une obligation pour les bâtiments neufs. Les équipements de recharge de véhicules électriques, on retrouve aussi donc la brique de stockage que l'on produit chez Eaton, toute l'infrastructure au sein du bâtiment hein, pour pouvoir justement piloter euh, euh, l'alimentation du bâtiment, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un EMS très puissant, on est capable de venir prioriser des charges au sein même d'un bâtiment, en fait. Donc la question d'avant, à savoir si on avait un problème de continuité de service avec le réseau qui tombe, la production photovoltaïque peut venir alimenter en priorité certaines charges de manière à augmenter l'autonomie de la batterie. Et de même, une fois qu'on passe sur batterie, on s'assure que le stockage d'énergie alimente en priorité ces mêmes charges critiques de manière à pouvoir prolonger l'alimentation de ces charges en attendant que le réseau retombe. Mais donc, pour que tout cela fonctionne, il faut effectivement être capable d'implémenter ces différents composants avec des systèmes de distribution d'énergie communicants et pilotables, des infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui soient pilotables également, et tout ça supervisé par un EMS avec l'objectif d'intégrer un maximum de sources de production et de charge pour pouvoir aller vers une intelligence la plus fine possible.
Concernant les domaines d'application dans le tertiaire, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'en fait, on voit que suivant le domaine d'application, on ne retrouve pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Mais en tout cas, l'immobilité concerne presque tous les bâtiments tertiaires. Et en soi, ici, les quelques exemples que je propose sont des cas qui sont concernés par les nouvelles lois, donc soit la loi d'orientation des mobilités, soit la loi climat-énergie. Et donc, par exemple, pour un entrepôt, une grande surface, une gare ou un stade, on retrouve des surfaces importantes disponibles pour accueillir une production d'énergie renouvelable. Et ces sites, de par l'utilisation prolongée de leur parking, offrent une opportunité pour la recharge de véhicules électriques privés. En revanche, dans le cas des entrepôts logistiques, et là c'est vrai que c'était un des points qui a été mentionné dans la présentation d'avant, on va avoir un déphasage entre la production photovoltaïque en journée et le cycle d'utilisation des véhicules électriques, puisque dans le cas d'un entrepôt logistique, les véhicules vont être en tournée la journée, en fait, que ce soit UPS ou FedEx ou autre. Et donc ici, la combinaison avec le stockage va permettre de combler ce déphasage en utilisant des batteries comme tampons pour maximiser la recharge la nuit, lorsque les flottes sont de retour au sein des parkings de ces bâtiments tertiaires, pour les alimenter à partir d'une énergie qui a été produite en journée, en surplus et décarbonée. Alors, pour dire quelques mots sur Eaton et nos solutions, aujourd'hui, Eaton est capable d'offrir des solutions au travers de tout l'écosystème de ces technologies. Donc, on est capable d'accompagner nos clients en leur fournissant tous les composants nécessaires à la mise en place de ce type d'architecture. Et le recours à un seul et même fabricant facilite l'intégration puisque ça simplifie la communication entre les composants qui a déjà été étudié et testé. Et pour les clients, c'est également un avantage puisque ça simplifie les aspects gestion de projet. Donc aujourd'hui, chez Eaton, on est capable d'offrir des solutions de distribution d'énergie jusqu'à 1600 ampères, des solutions de stockage de 20 kWh à plusieurs centaines de kWh, et également des bornes de recharge de 3,7 à 160 kW en AC et en DC, ce qui permet aujourd'hui de couvrir toutes les applications tertiaires. Et concernant la supervision, nos systèmes communiquent en TCP/IP, en Ethernet, Modbus RTU, ce qui permet de facilement s'intégrer dans des EMS soit déjà existants au sein de bâtiments, ou alors de pouvoir intégrer des onduleurs photovoltaïques ou des bornes de recharge. Par exemple, un premier projet, donc dans le cadre d'un bâtiment tertiaire. Ici, c'était le campus d'une école dans le nord de la France qui a pour objectif de devenir un campus zéro carbone dès l'horizon 2035. Donc, c'est un bâtiment qui est équipé de 1400 m² de panneaux photovoltaïques, qui est également équipé de 6 bornes de recharge. Et ce bâtiment a donc fait l'acquisition d'un système de stockage X-Storage pour pouvoir alimenter son bâtiment, réduire sa consommation carbone et alimenter les véhicules. Et un des points forts, en fait, ici, dans cette application, c'est que le client avait déjà lui-même développé un EMS, et vu que les systèmes Eaton sont ouverts, il a pu venir rajouter donc une couche logicielle pour intégrer le pilotage de la charge, de la décharge, en fonction de ces applications. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un bâtiment qui vise à réduire au maximum ses émissions. Donc on ne parle pas forcément de coût ici, que ce soit de la consommation électrique, on parle vraiment d'équivalent carbone. Et donc aujourd'hui, c'est un bâtiment qui y arrive et qui a même prévu d'aller au-delà en continuant à ajouter de la capacité de stockage. Le deuxième exemple, donc ici c'est un exemple qui est très intéressant, c'est le cas de La Poste. Donc on est sur un site où on retrouve du coup un bâtiment tertiaire avec une flotte de véhicules électriques qui est en tournée donc toute la journée. Et ici, donc, on se pose la problématique de la recharge et de l'intermittence des énergies renouvelables. Donc, sur ce projet, La Poste a fait équiper son parking d'une ombrière de place avec 25 m² de stockage, de production photovoltaïque, pardon. Une borne de recharge X-Storage, et donc là on revient sur un des points qui a été mentionné plus tôt, c'était justement une batterie de stockage qui réutilise des batteries de véhicules électriques de deuxième vie.
Donc, le cercle vertueux dont parlait M. Brossard un peu plus tôt est ici déjà exploité. Et donc, 2 bornes de recharge pour alimenter ces voitures. Aujourd'hui, la Poste, c'est la... On a eu le témoignage hier après-midi en réunion plénière de la Poste, notamment avec Eaton, qui nous disait toute la satisfaction qu'ils avaient sur ce projet, et aussi toute l'implication des facteurs et du personnel de la Poste autour du projet, qui était vraiment une source d'inspiration hier en plénière. C'est vrai que c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte, et de plus en plus, ça va être la tendance, c'est que les exploitants, les propriétaires de bâtiments vont aller vers ces solutions puisque c'est une demande de leurs salariés, c'est une demande de leurs clients. Et c'est vrai, tout comme pour les personnels de la Poste, c'est une source de fierté en fait de pouvoir aujourd'hui dire mon entreprise s'inscrit dans la transition énergétique, mon entreprise accompagne le développement de ces technologies, y participe et on est aujourd'hui sensible à ça. Ok, donc vous m'entendez? Oui, je pense que j'ai eu un souci. Mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, l'intégration de l'électromobilité, de la production solaire locale, c'est quasiment aussi acquis, ou en tout cas, c'est en passe de l'être, que le tri des déchets sur un bâtiment tertiaire. En fait, aujourd'hui, dans des bureaux, on n'envisage plus de mettre tous ces déchets dans la même corbeille. Et c'est vrai que de plus en plus, les personnels, les clients sont en demande de ce type de solution. Donc, juste pour terminer cette petite présentation, ce que je tenais donc à rappeler par rapport au thème de la présentation, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, la performance énergétique des bâtiments, elle se retrouve confrontée à plusieurs challenges. Donc, l'augmentation de la production locale photovoltaïque, également donc l'intégration des véhicules électriques, mais toutes les technologies sont disponibles aujourd'hui sur le marché pour pouvoir faire fonctionner cet écosystème et en tirer le meilleur parti pour donc réduire les coûts de recharge et également optimiser le fonctionnement de ces différents systèmes pour permettre aux exploitants de bâtiments tertiaires de réduire leur empreinte carbone, d'optimiser leurs coûts et donc aussi donc de générer potentiellement de nouveaux revenus suivant les différents business models qui sont en train de se mettre en place, où les acteurs les producteurs locaux d'énergie vont pouvoir demain devenir fournisseurs d'énergie en Quentin, vous êtes de nouveau perdu. Voilà, vous êtes normalement revenu avec nous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces 2 présentations qui sont très claires. On a quand même quelques questions, mais je n'aurai le temps de vous en poser qu'une. C'est le jeu de ces sessions qui durent 3/4 d'heure et où on est forcément limité en temps. Vous avez noté les coordonnées de Quentin qui a proposé de répondre à vos questions par la suite si vous en aviez d'autres. Moi, j'en ai quand même une à vous poser à vous deux et qui est revenue à plusieurs reprises, qui est celle de la question du bénéfice pour le réseau et du coût éventuel évité d'augmentation de l'abonnement pour le client. Est-ce que ça a un impact, le fait de mettre des IRVE en plus sur le coût de son abonnement? Est-ce que le fait de solariser avec ou sans stockage et avec flexibilité ou sans flexibilité modifie ce besoin dans le cadre de l'abonnement et du coup, forcément, le coût pour le client consommateur, autoconsommateur véhicule électrifié? Alors, il faut que vous remettiez le son, Clément. Hop. Ah. Il est en mute en fait. Ouais. Alors, ouais, une fois. On doit pouvoir vous entendre maintenant. Ok, ouais, vous m'entendez? On vous entend, c'est parfait. Ok, ouais, c'était vous en tant qu'organisateur qui avait coupé mon micro, mais bon, c'est bon. Oui, je rétablissais pas au bon endroit, ça marchait pas. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé le bon endroit. Donc vous êtes rétabli, Voilà. vous êtes avec nous. Ok, merci. Du coup,
donc ouais, Quentin, du coup, je me permets Bien sûr. de répondre. Enfin, du coup, sur la question qui a été posée, aujourd'hui, effectivement, l'impact sur l'abonnement et sur la puissance de soutirage, euh, les bornes aujourd'hui, vous avez du 3, du 7, du 11, du 22 kVA, ça peut même aller au-delà. Et donc aujourd'hui, si vous allez sur ces puissances-là, sur des sites tertiaires, alors c'est assez variable, mais un site tertiaire, ça peut être en dessous de 36 kVA, c'est-à-dire que vous pouvez facilement sur une borne nécessiter de doubler votre puissance de soutirage. Hein, ça vient assez rapidement. Je sais que par exemple sur les supermarchés, au départ, il y avait comment dire, notamment, je crois que c'était dans la loi biodiversité, il y avait des incitations à équiper les parkings, mais avec un nombre de places qui était très conséquent et que même si les supermarchés avaient des puissances de raccordement assez élevées en HTA, etc., c'est limite, il fallait rajouter un transfo sur chaque point de vente, etc. Et c'était ingérable pour Enedis et pour comment dire, les propriétaires. Donc oui, il y a un vrai impact du coup. Après, est-ce que le solaire permet comment dire, de limiter cet impact? Oui, mais dans une certaine limite et effectivement en étant associé à de la régulation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous ajoutez du solaire uniquement, effectivement, si vous avez à un instant T 10 kW de solaire en autoconso, bah, ces 10 kW-là, finalement, en instantané, ils sont aussi disponibles, mais il y a de l'intermittence et on ne peut pas compter dessus. Donc, si vous voulez, alors après, il existe comment dire, les recharges intelligentes, et ça, peut-être que Quentin pourra nous en dire deux mots sur le fait de limiter la charge du véhicule, c'est-à-dire qu'au lieu de se servir de 100% de la charge, c'est le chargeur justement intelligent qui va automatiquement se limiter parce que alors sans solaire, on va lui rentrer par exemple la puissance de raccordement du site et il va gérer par rapport à ça. Mais si on rajoute du solaire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez d'un côté du solaire qui, par exemple, on va demander de ne pas injecter sur le réseau avec un certain système de régulation d'un côté, et que de l'autre, vous avez une recharge intelligente avec deux systèmes qui ne communiquent pas, en fait, ça va être très compliqué à gérer. Et là, du coup, je rejoins Quentin sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est l'harmonisation du matériel. Et effectivement, on a beaucoup de constructeurs de bornes d'un côté, on a des fabricants d'onduleurs de l'autre. Alors, il y a des grands groupes de matériel électrique comme Eaton et d'autres qui sont sur les deux sujets et qui, du coup, avec les couches logicielles, peuvent se permettre de répondre effectivement à ce besoin-là. Mais en tout cas, nous, en tant que BE indépendant et conseiller des maîtres d'ouvrage, effectivement, on vous oriente sur des solutions assez harmonisées de ce point de vue-là. Quentin, je te laisse peut-être étoffer techniquement parlant, enfin, sur ce sujet-là. Oui, alors déjà pour revenir à la question, c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des clients qui se retrouvent confrontés à des obligations de changer de tarif par rapport à la puissance qu'ils ont souscrit lors de l'installation de bornes de recharge. Et ça, c'est quelque chose qui pour certains, n'est pas acceptable. Donc, ce qu'ils font, ils ont souvent recours, nous, dans les projets qu'on traite, à l'installation donc d'une batterie qui va permettre de gérer le surplus nécessaire pour l'alimentation des bornes et uniquement le surplus. Comme ça, on évite d'être surdimensionné, on conserve le tarif actuel et on optimise donc ses coûts et ses recharges. Après, effectivement, en termes de technologie, aujourd'hui, on va aller vers de plus en plus d'intégration de ces différents composants, de ces différents systèmes. Les bornes sont complètement communicantes, mais il y a encore effectivement des choses à faire. On peut voir par exemple chez certains constructeurs des recharges automatiques intelligentes entre des bornes AC et DC. La fonctionnalité, par exemple, n'existe pas. Donc, si on est sur un parking privé public, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de gérer, sachant que pour recharger un véhicule électrique en DC, les bornes vont avoir besoin d'un maximum de puissance à l'instant T, ce qui peut générer de la frustration d'un client si lui vient pour se recharger et qu'au final, la borne AC sur laquelle il avait prévu de se recharger et qui est visible sur son application mobile est en fait désactivée pour privilégier le véhicule qui se recharge en DC à côté. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais clairement la problématique du tarif et de l'abonnement
et du surcoût lié à la recharge est vraiment important. Et c'est des problèmes qui doivent être adressés, mais pour lesquels aujourd'hui toutes les solutions existent. Et les premiers projets qui ont été traités et tous les projets qui sortent aujourd'hui, clairement, les réponses ont déjà été apportées puisque tous nos clients et tout le monde souhaitent aller vers un maximum d'efficacité, de performance. Très bien, mais écoutez, je vous remercie énormément pour ces points de vue d'experts. Il y a encore pas mal de questions qui évidemment n'auront pas trouvé leur réponse au cours de ces 3 quarts d'heure, mais on est maintenant pris par le temps. Il est 14h20, on va passer à la suite de notre après-midi. Donc merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Clément de vos contributions, de votre travail en amont et de vos réponses à nos participants. Et donc, on a noté que ces questions qui n'ont pas eu de réponse peuvent avoir des réponses par la suite. N'hésitez pas à contacter les experts. Je mets le détail du calcul du ratio de 1 mètre carré égale 1500 km de véhicules électriques sur LinkedIn dans l'après-midi. Comme ça, on pourra poursuivre après. Comme ça, voilà, avis est lancé. Si vous souhaitez poursuivre la conversation avec Clément sur LinkedIn cet après-midi pour contester ou discuter ces chiffres. Voilà. Merci à vous.